Bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Joël Echevarria, un visage bien connu du monde économique toulousain, mais aussi du monde de l'enseignement supérieur. Nous allons découvrir avec lui la compagnie Riquet qu'il préside et qu'il a créée à Toulouse. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Joël Echevarria, merci d'être ici à la rédaction du Journal Toulousain. Merci de me recevoir. On va découvrir ensemble la compagnie Riquet, qui est un think tank. Alors, avant de parler de la compagnie Riquet elle-même, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'un think tank? Alors très simplement, un think tank, une autre façon de le dire en français, c'est laboratoire d'idées. C'est un groupe d'individus, alors selon les endroits ou les époques, ça regroupe différentes réalités, mais en gros, c'est un groupe d'individus qui décident, en marge d'un système établi, de réfléchir à des problématiques et de proposer des pistes de réflexion, des analyses à des décideurs. Donc l'histoire remonte aux États-Unis, où il y a eu des think tanks, notamment autour de tout ce qui était le système de la défense et les grands partis politiques américains, pour alimenter ces partis en réflexion puisés en dehors des partis. Et ça s'est développé en Europe et en France, par exemple. Des think tanks connus, c'est par exemple l'Institut Montaigne, Terra Nova, la Fondation Jean Jaurès, Copernic, enfin des structures qui sont soit identifiées dans le paysage politique comme étant d'un bord, entre guillemets, ou d'un autre. C'est le cas de Terra Nova. C'est le cas de Terra Nova. D'autres, comme l'Institut Montaigne, essayent d'être plutôt sur une thématique plus transversale, plus sociétale. Et ensuite, il y a eu des déclinaisons régionales. Donc, il y a des structures de ce type-là à Bordeaux, à Lyon, à Nantes. Et l'analyse que nous avions faite, c'est qu'il n'y en avait pas à Toulouse. Donc, le principe général, c'est ça. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans l'action, qui sont plutôt dans la phase amont de l'action et qui sont là pour éclairer le débat politique, le débat de défense, le débat de sécurité, pour amener des éléments d'analyse à ceux qui, in fine, prennent les vraies décisions. Alors, vous l'avez dit, il n'y avait pas ce type de structure à Toulouse. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à monter cette fameuse compagnie Riquet? Écoutez, moi je suis actif sur Toulouse, je me suis installé à Toulouse en 99, après y avoir fait des études et être parti un peu partout par la suite. Et donc l'idée c'était, en revenant ici, de m'implanter dans Toulouse et de voir un petit peu ce qui se faisait. Donc j'ai eu la chance d'être impliqué dans pas mal de réseaux et de structures. Et l'analyse que j'ai faite à l'issue de ces quelques années, c'est qu'il me manquait quelque chose dans la réflexion, dans la transversalité et dans la réflexion non partisane ou non orientée. Et il se trouve que depuis un an, pour des raisons professionnelles, j'ai eu à collaborer avec l'Institut Montaigne. Et là, j'ai vu un fonctionnement de structure qui m'a intéressé, dans ce sens où on faisait appel à des experts, on les faisait réfléchir sur une problématique, on auditionnait éventuellement d'autres experts et on débouchait sur des propositions que l'on rendait publiques et que l'on diffusait au plus grand nombre, notamment aux politiques. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de lancer quelque chose de comparable à Toulouse? Et il se trouve que dans mes différents réseaux et rencontres, j'ai croisé une quinzaine de personnes qui avaient des analyses un peu comparables. Et donc en octobre dernier, à ce noyau dur, on s'est dit, ben, allons-y, créons quelque chose. Alors le cahier des charges, c'est quoi? Parce qu'une fois que vous l'avez lancé, ce qui est important, c'est le cahier des charges et les objectifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail? Les objectifs, le cahier des charges, c'est effectivement de se donner un périmètre de réflexion qui est la ville, au sens métropole de Toulouse, et dans ce périmètre-là, de se donner le droit de réfléchir à tout ce qui concerne la politique au sens propre du terme, au sens grec, athénien du terme, donc la ville, le vivre ensemble. Donc là-dedans, ça peut être des problématiques d'urbanisme, bien sûr, de transport, d'économie, d'éducation, d'intergénération, enfin tous les sujets qui ont trait à la vie dans la ville, et de le faire d'un point de vue non pas partisan ou corporatiste, même si ces points de vue sont tout à fait honorables, mais de le faire à partir de réflexions de citoyens qui sont libres, qui n'ont pas de parole à porter, si ce n'est leurs propres analyses, et d'essayer collectivement de trouver peut-être, immodestement, d'autres façons d'aborder ces sujets-là, et surtout d'apporter aux futurs élus et à ceux qui prétendent le devenir des éléments de réflexion qui dépassent ceux qu'ils peuvent eux-mêmes générer, et là aussi c'est respectable, dans leurs propres organisations politiques. Alors la compagnie Riquet a fait un peu le buzz lors de sa création, avec beaucoup de traitements médiatiques. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on entre dans la campagne municipale à Toulouse? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a peut-être effectivement ce facteur-là, et ça serait justifié puisque nous-mêmes, nous avons effectivement décidé, à partir des réflexions initiales de l'automne dernier, d'accélérer le mouvement
pour être bien installé au moment où la vraie campagne démarrera, pour prendre part à cette campagne à travers nos réflexions. Pour être acteur, absolument. C'est lié au fait aussi que Toulouse est un gros village, et c'est ce qui fait son charme aussi. Donc ce type d'initiative-là, et notamment lorsque des partenaires presse prennent le relais, ça se sait vite. C'est dû au fait que dans la trentaine de personnes impliquées dans la campagne Riquet, il y en a quelques-unes qui étaient repérées pour faire d'autres choses avant. Et donc on est interpellé aussi pour pourquoi se lance-t-elle là-dedans. Et forcément derrière, ça crée du buzz, comme on dit, positif et négatif. Donc beaucoup de gens nous ont sollicité à l'issue des différents articles dont les vôtres sur effectivement comment participer à cette aventure-là, le principe m'intéresse, et puis éventuellement ici ou là quelques interpellations un peu plus négatives en disant mais en gros le terrain est déjà pris, qu'est-ce que vous venez faire là? Mais ça veut dire qu'on est dans le vrai. Qui dit campagne municipale dit droite-gauche, dit clivage. Est-ce que la compagnie Riquet s'inscrit dans un clivage? Non, justement, l'enjeu de la compagnie Riquet, c'est d'être en dehors de cette campagne tout en étant à l'intérieur, et je reconnais que ça va être une position délicate, l'idée étant réellement de dire aux futurs candidats, les sortants et ceux qui veulent prendre la place, de dire on va essayer de vous amener des éléments de réflexion et des propositions qui nous paraissent, nous, issus de ce groupe d'une trentaine ou d'une cinquantaine de citoyens, des propositions pertinentes, et à vous de nous dire ce que vous en pensez. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, si l'un ou l'autre ou plusieurs les reprennent dans leurs propositions, ce sera gagné pour la compagnie Riquet. Mais, avec le bémol, on ne voudrait pas retomber dans le syndrome Nicolas Hulot aux dernières présidentielles, aux avant-dernières présidentielles, qui a fait signer un pacte que tout le monde s'est empressé d'oublier une fois élu, en tout cas le président qui a été élu à l'issue de ça, mais je pense que les autres, sincèrement, auraient probablement fait à peu près la même chose. Donc là, l'idée, et donc vous serez garant de la suite. Nous, l'idée, c'est qu'on n'ait pas un feu de paille qui va s'éteindre après l'élection, c'est qu'on démarre aujourd'hui, et effectivement, le créneau, entre guillemets, de la future municipale est un bon créneau pour se faire connaître et pour exister, mais nous, l'enjeu, c'est de devenir, à terme, une structure de référence sur la métropole où pourra s'élaborer une réflexion politique qui ne soit pas partisane. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs figures connues dans le milieu toulousain qui font partie de la compagnie Riquet. Vous-même, on vous connaît dans le tissu économique et dans le monde de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a une volonté de vous impliquer, vous, personnellement, dans les débats? Non, je crois que justement, si j'ai déjà eu effectivement plusieurs fois, moi et certains de mes collègues, on a eu à répondre, si on avait voulu s'impliquer dans le sens briguer un mandat quel qu'il soit, non, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on aurait fait. En tout cas, on serait allé voir les têtes d'affiche actuelles et essayer de négocier des places, ce qui est là aussi tout à fait honorable, parce que j'entends très bien que des gens aient envie d'être élus pour porter une action publique. Nous, on a décidé d'être dans le même combat, dans les mêmes champs de réflexion, mais de le faire du point de vue du spectateur éclairé qui a envie d'aiguillonner un petit peu les élus. Alors, on va parler un peu d'actualité, puisque votre rôle aussi est de réfléchir sur ce qui fait l'actualité. On est en plein dans ce qu'on appelle la question de la moralisation de la vie publique, affaire Sarkozy, affaire Cahuzac. Quel rôle, quelle réflexion vous avez sur ce type de thématique? Alors, il y a plusieurs niveaux, c'est évidemment très complexe, et évidemment, tout pourra être retenu contre moi si j'ai des bêtises. Très simplement, premièrement, sur l'affaire Cahuzac, de deux choses l'une, et je l'ai écrit récemment sur mon profil Facebook, où je partage pas mal de ces réflexions-là, de deux choses l'une, soit on nous explique que l'affaire Cahuzac c'est un acte isolé, d'un homme politique qui a dérapé, gravement, qui a menti, enfin je ne vais pas refaire l'histoire, et dans ce cas-là, je dirais qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire la justice le condamnera. Et quoi qu'on fasse, on n'évitera pas les menteurs. Voilà, la justice le condamnera lourdement, il sera écarté à jamais, je l'espère, de la vie politique, et point barre. Ou bien, il s'agit d'un problème de fond, et Cahuzac n'est que la partie immergée de l'iceberg, ce qui serait préoccupant, mais pourquoi pas, et dans ce cas-là, oui, il faut travailler sur la moralisation de la vie politique. Mais si c'est ce deuxième volet, dans ce cas-là, ce n'est probablement pas la déclaration de patrimoine qui va changer quelque chose. Parce que si Cahuzac avait été au gouvernement au moment où on décide de ça, il aurait déclaré un patrimoine qui n'était pas le patrimoine réel. En tout cas, il n'aurait pas déclaré son compte. On est bien d'accord. Donc, dans tous les cas, je ne pense pas que la décision qui a été prise un peu dans l'urgence par le président Hollande soit la bonne, et je ne pense pas que ce soit cela qu'il faille faire pour améliorer, s'il faut améliorer, la moralité politique. Alors, vous avez parlé de la déclaration publique de patrimoine, il y a les questions de conflit d'intérêts, la question du cumul des mandats.
Ce sont plutôt ces pistes-là qu'il faut explorer. Et là encore, je crois que c'est un petit peu maladroit. Je comprends bien quelle est l'ambition du plan du président Hollande, mais je pense qu'il y a un peu de naïveté, ou en tout cas d'erreur sur l'objectif. Je pense que obliger les élus politiques à déclarer leur patrimoine, je comprends bien ce qu'il y a derrière, sauf qu'aujourd'hui, et Michel Delaunay, ministre, l'a dit ce matin sur une dépêche, elle dit « Ok, je déclare mon patrimoine, il est issu d'héritages familiaux, d'un travail légal, d'un mariage qui a multiplié les choses par deux, et aujourd'hui, au final, j'ai un patrimoine, dit cette ministre, de 5 millions et quelques d'euros. Donc forcément, à partir du moment où je vais déclarer ça, on va me dire, mais de quel droit parlerez-vous demain du RMI, de quel droit parlerez-vous des mal logés? Je rappelle que Michel Delaunay est élu au PS, évidemment. Donc, et elle a raison de dire ça. Ça apporte quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si... Enfin, en tout cas, pour dire différemment, que Michel Delaunay ait 5 millions d'euros de patrimoine bien acquis ou bien hérité, ça ne pose évidemment pas de problème. Peut-être que celui qui a que 100 000 euros de patrimoine, mais qui les a volés par ses mandats politiques, je caricature évidemment, c'est plus problématique. Or, la simple déclaration ne va rien changer. Donc, il faut réellement derrière... Donc, il y a un autre volet qui est la création d'une instance de contrôle, mais je pense que ça a été dit aussi, si tous les élus de France doivent déclarer et qu'il y a 5 magistrats ou 7 magistrats pour contrôler, ça ne marchera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que trop de transparence, ça peut être dangereux à la démocratie? C'est compliqué. Moi, j'ai écrit ce matin que, effectivement, c'est un sujet très sincèrement sur lequel j'ai pas une opinion très tranchée. Et je vois à travers les réactions qu'on a en France ou celles qui peuvent exister aux États-Unis sur des sujets comparables où il y a plus de transparence dans les pays anglo-saxons, qu'on retrouve un clivage très philosophique, très sociologique entre la culture protestante où le fait d'avoir de l'argent est plutôt valorisé parce que c'est un don de Dieu et donc on est fier d'avoir été choisi par Dieu pour avoir cette richesse-là et qu'on la mérite et que c'est plutôt un côté vertueux, et la culture catholique, latine, où on a plus de mal à avouer l'argent que l'on possède et que forcément que souvent cela génère des interprétations biaisées. Donc j'ai beaucoup de mal à me faire une opinion là-dessus. Je pense que la transparence telle qu'elle est là, dans le contexte français, va apporter plutôt des choses négatives parce qu'on va se focaliser sur qu'est-ce qu'ils ont déclaré et est-ce qu'elle a vraiment une Twingo, est-ce qu'elle est vraiment neuve ou est-ce qu'elle est vraiment ancienne et est-ce que sa Porsche elle est de collection ou pas de collection. Est-ce que pour autant c'est un bon ou un mauvais politique? Ça n'a rien à voir. Et en même temps, inévitablement, il y a une évolution vers la transparence qu'il faut organiser. Je ne suis pas sûr que la précipitation de l'Élysée soit très bonne conseillère dans ce cas-là. Dernière question, comment les gens peuvent contacter la compagnie Riquet? Vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux? Alors on essaie d'être présent, donc on a un blog sur Overblog, une start-up toulousaine qui est une plateforme de blog, donc compagnie Riquet, de mémoire compagnie.riquet.overblog.com ou quelque chose comme ça, enfin dans les moteurs de recherche. On a un profil Twitter, un profil Facebook, donc Google fait le reste, on tape compagnie Riquet, on doit trouver quelque chose pour effectivement rentrer en contact, solliciter une participation aux travaux ou tout simplement être au courant à peu près de ce qui se fait. On va commencer à compléter ces réseaux de nos productions, de nos réflexions. Eh bien merci d'être venu ici au Journal Toulousain. On suivra avec intérêt la suite des aventures pour la compagnie Riquet. Merci à vous.